Bonjour et bienvenue pour une nouvelle émission de 15 minutes cardio consacrée à la télésurveillance et la télémédecine. Pour en parler, un expert que vous connaissez bien, le docteur Walid Amara, qui est le président élu du CNCH. Walid, bonjour. Salut Pierre. Donc, où est-ce qu'on en est sur la télésurveillance et la télémédecine ? Alors, comme tu le sais, la télémédecine, on peut l'avoir de différentes manières. On a les patients insuffisants cardiaques que nous suivons en télémédecine, notamment lorsqu'ils gardent des signes d'insuffisance cardiaque ou en sortie d'hospitalisation. Ça, c'est une première partie. Deuxième partie, on a toutes les prothèses implantables que nous suivons depuis de nombreuses années en télémédecine. Et c'est particulièrement utile pour éviter de les faire revenir à l'hôpital. Et puis, il y a tout le côté innovation avec toutes ces outils connectés qui peuvent nous transmettre des données que les patients peuvent enregistrer, y compris des électrocardiogrammes. Donc, vraiment des domaines très complémentaires. Alors, dans un domaine qui est en pleine perpétuelle évolution, suite du protocole étape, remboursement, etc. Eh bien, on va voir ça tout de suite avec des chiffres clés proposés par le docteur Olivier Chabot. Merci messieurs. Avant de rentrer dans le détail de la télésurveillance dans les troubles du rythme, quelques données sur la prévalence de la fibrillation atriale qui est le trouble du rythme le plus fréquent. Comme on l'a vu précédemment, cela représente 2% dans la population adulte. Et donc, dans le monde, selon des données qui datent de 2016 dans les recommandations de l'ESC, cela représente 43,6 millions de personnes dans le monde, donc une fréquence très importante. Et il faut savoir que la fibrillation atriale risque de toucher une personne sur 3 lors de la vie avec un âge moyen de 55 ans. Donc voilà, très fréquent, ça peut arriver à tout le monde. Et quelque chose de très très important, c'est que cette fibrillation atriale augmente avec l'âge, l'incidence augmente avec l'âge. Et on voit sur cette projection aussi qui a été faite dans les recos de l'ESC aussi, on voit qu'effectivement, avec l'augmentation de l'âge de la population, le nombre de fibrillations atriales va, on ne va pas dire exploser, mais presque d'ici 2060. Donc il est très très important, bien sûr, de pouvoir les prendre en charge, mais aussi de les diagnostiquer tôt. Et peut-être que la télésurveillance et les objets connectés peuvent permettre de les dépister très tôt. Mais on va voir tout ça avec notre expert Walid Amara. Merci Olivier pour ces chiffres. Des commentaires, docteur Amara ? La fibrillation atriale est le domaine qui occupe le plus le rythmologue actuellement, avec le vieillissement de la population, avec le traitement des différentes pathologies cardiovasculaires. Tous ces patients font de l'AFA. La probabilité de faire de l'AFA au cours de la vie est importante. Et donc, tous ces patients ont besoin de soins, ont besoin de diagnostic, puisque certains patients ont des palpitations inexpliquées et on a besoin de faire le diagnostic. Et une fois qu'on les a diagnostiqués, on a besoin de traitement, de réévaluation des traitements. La télémédecine a un intérêt, puisqu'elle permet à la fois de faire le diagnostic des fois de certains patients qui ont des palpitations inexpliquées, mais également de faire le suivi lorsqu'on a débuté un traitement antiarythmique, d'adapter ou de décider s'il y a besoin d'une ablation ou pas. Comme les patients sont connectés tout le temps, on va forcément trouver de la fibrillation atriale. À quel moment on met un traitement anticoagulant ? Le traitement anticoagulant repose sur le diagnostic d'une EFA. Le diagnostic d'une EFA, ça veut dire un ECG 12 dérivations qui montre une EFA ou un tracé de 30 secondes d'affilée qui montre une EFA. Donc ces épisodes-là vont, si le patient a un score CHA2-VASc supérieur ou égal à 1 chez l'homme ou à 2 chez la femme, il y a une indication de traitement anticoagulant au long cours. Deuxièmement, donc ça c'est l'élément numéro 1. L'élément numéro 2, dont on n'a pas trop parlé là, c'est toutes les prothèses implantables qui peuvent enregistrer des épisodes de rythme atrio rapide. Voilà. Ça, c'est un peu plus challengeant, parce que d'abord, il faut bien analyser les tracés pour voir, si pas uniquement croire la prothèse, mais regarder ce qu'elle a enregistré en détail. Et pour la première fois dans les recommandations de la Société européenne de cardiologie, il est possible maintenant de mettre des anticoagulants si le patient a un risque élevé, basé sur ces éléments-là, puisque jusque-là, on disait qu'il fallait le CG, et il y a une évolution qu'on peut accepter ces épisodes si on les a bien interprétés. Mais durée plus longue. Bien entendu. Voilà. Alors, l'épisode, à partir de quand diagnostiquer, c'est un peu plus délicat. Est-ce que c'est 6 minutes, comme certaines études, comme l'étude ACERT l'avait montré? Est-ce que c'est plus long? Alors, moi, je dis toujours, si le patient fait 1 heure
c'est quand même un chiffre significatif. 1 heure par 24 heures, c'est globalement significatif. 6 minutes, ça peut paraître relativement court sur des épisodes de patients asymptomatiques enregistrés sur des prothèses. Un seul épisode 6 minutes me paraît peut-être un peu court. Alors, il y a une multiplication d'objets connectés, des montres notamment, qui prennent le rythme bien sûr, mais qui prennent des tracés. Alors, il y a une affirmation qui va s'afficher, hein, vous allez dire si cette affirmation est vraie ou fausse. En fait, les tracés obtenus par des montres connectées, est-ce qu'ils sont fiables, ces tracés? Alors, je peux partager avec vous le tracé que je pense que vous affichez là, que vous voyez. Ce tracé est enregistré avec une montre connectée qui fait l'ECG. Le patient a enregistré lui-même son ECG. Comme vous voyez en haut à gauche, c'est écrit AFib, Suspected AFib, please consult a medical professional. Donc la prothèse, l'ECG ici, a fait le diagnostic de FA. Honnêtement, le tracé, les cardiologues, regardez, il n'y a aucun doute, le rythme est irrégulier, on ne va pas dans le P. Et c'est juste impressionnant de précision. C'est-à-dire vraiment, il n'y a aucun doute. Et là, il a vraiment une EFA. Et je me souviens très bien de ce patient. Il a enregistré plusieurs épisodes. Il avait des épisodes symptomatiques. Alors, elle peut se tromper, la montre. Par exemple, elle peut rater certains diagnostics. Si, par exemple, le cœur est trop lent ou trop rapide, elle peut se tromper au-delà de 120, en dessous de 150. Elle va pas conclure. Elle peut ne pas conclure. Donc, on peut ne pas trop leur en vouloir par moment. Elle peut rater des épisodes de flutter qui sont relativement réguliers. Mais globalement, c'est quand même pas mal. Deuxièmement, ça c'est un patient symptomatique. Pour les symptômes, c'est très utile. C'est-à-dire, le patient qui a des palpitations, je trouve que c'est un élément très utile. Il m'arrive, j'allais dire quasiment de les prescrire, même si ce n'est pas remboursé, de dire au patient qui vient pour palpitation, utilisez une montre connectée, il y en a des moins chères, il y en a qui sont plus chères, qui fait le CG, et envoyez-moi vos tracés. Alors, juste pour revenir justement en pratique, hein, donc le patient il a un symptôme, la montre ne se déclenche pas toute seule, hein, il doit la déclencher, qui va lui lancer son ECG, hein, c'est bien ça. Hein. Alors, il doit enregistrer son ECG, mais il y a quand même un atout technologique majeur, c'est-à-dire que certaines, comme la marque à la pomme par exemple, ils ont la possibilité, la montre envoie des notifications si elle enregistre une irrégularité. Et ça a été démontré dans une étude qui s'appelle Apple Heart Study, ça a été démontré avec au moins 2 autres montres connectées, donc il y a au moins 3 montres différentes qui ont montré, avant même qu'ils aient les ECG, que lorsqu'il y avait une irrégularité qui était diagnostiquée par la montre, la valeur prédictive positive de détection d'une EFA était entre 75 et 80% sur des enregistrements Holter longue durée. Donc ça veut dire quoi? S'il a une notification d'irrégularité, on lui demandera d'enregistrer son ECG lui-même. Mais si un patient se plaint d'irrégularité du rythme, la probabilité de diagnostiquer l'AFA, elle est proche de 80%. D'accord, j'ai encore une question. Sur un tracé comme celui que vous nous avez montré, est-ce qu'on peut décider d'un traitement? Honnêtement, oui. Honnêtement, j'ai aucun doute. Oui, il y a 30 secondes de tracé, comme vous le voyez. Il y a une EFA qui a duré 30 secondes. Je n'aurai aucun doute à mettre en route un traitement anticoagulant. C'est un ECG. Une seule dérivation, D2, ça répond aux critères de l'anticoagulation. C'est un patient chez qui je peux proposer un traitement, que ce soit antiarythmique ou interventionnel, en fonction si le patient est gêné. En l'occurrence, ce patient, j'ai proposé une ablation de l'AFA et il avait plusieurs épisodes. Il a passé une nuit de 2 h du matin à 6 h du matin où il a senti les épisodes d'irrégularité, les a enregistrés et j'ai une multitude de tracés en FA dont je suis certain du diagnostic. Alors, on rappelle pour les bonnes pratiques qu'ablater la FA ne dispense pas d'un traitement anticoagulant quand le Schätzwasc est supérieur ou égal à 2. Hein. Oui, il n'y a pas de mauvaise pratique. Ça, c'est clair. Alors, ou alors, ça reste à démontrer. Voilà. Mon rêve serait que grâce à tous ces capteurs d'irrégularité, que dans l'avenir, un patient qui n'aurait pas un score Schätzwasc trop élevé, on pourrait se permettre de dire, avec une montre connectée qui diagnostique les régularités, peut-être qu'on pourrait faire autrement. Mais pour le moment, restons dans les... Mais on l'espère. C'est mon rêve. Oui, ça peut simplifier beaucoup de choses. Alors là, on a parlé beaucoup de l'AFA, mais dans l'insuffisance cardiaque, ça s'est beaucoup développé, la télésurveillance. Mais quel est le niveau de preuve? Ça réduit vraiment les hospitalisations, la télésurveillance dans l'insuffisance cardiaque, ou est-ce qu'il faut encore d'autres études? Alors, il y a déjà pas mal d'études qui sont intéressées justement au suivi des patients en insuffisance cardiaque et de montrer qu'on permet globalement de moins souvent les hospitaliser et d'agir plus précocement
pour éviter l'hospitalisation parce que le patient va commencer à prendre du poids, ou il est un peu plus tachycarde, ou il a des enquêtes auxquelles il va répondre, et il a des scores, et des scores de... Alors, c'est un domaine en perpétuelle évolution, et plusieurs études sont en cours. L'idée, aujourd'hui, par exemple, la télésurveillance d'insuffisance cardiaque est remboursée dans le cadre du protocole étape qui a été prolongé jusqu'en 2023. Parce que ça rentre dans le droit commun, donc il va y avoir un remboursement qui sera probablement différent, on ne sait pas comment il va être, mais pour le moment, c'est vrai que ça nous permet aujourd'hui aussi de renforcer l'éducation thérapeutique de nos patients lorsqu'ils sortent de l'hôpital et de montrer qu'ils ne sont pas abandonnés. Et c'est vrai que quand on a une alerte indiquant qu'un patient se sent moins bien, on l'appelle, on le fait venir plus tôt, et on peut agir plus tôt au niveau des traitements. Donc il y a l'acronyme EFOP, donc EFOP, essoufflement, fatigue, œdème et le poids qui monte. Donc voilà, éducation des patients, télésurveillance, donc des éléments plutôt efficaces, quoi. Alors l'autre sujet, bien sûr, c'est les prothèses implantables. Voilà. Comme ça, on aura complété mes trois domaines préférés de la télémédecine. Alors dans les prothèses implantables, les pacemakers et les défibrillateurs, depuis des années maintenant, on les suit en télécardiologie. Avec des systèmes qui peuvent être un peu différents d'une marque à l'autre, mais globalement, l'idée c'est premièrement d'éviter de faire venir les patients pour des contrôles alors qu'ils sont stables. Avec les dernières recommandations de la Société européenne de cardiologie, sont qu'on peut espacer les contrôles au-delà d'un an, peut-être 18 mois, peut-être même 24 mois chez les patients qui ont un pacemaker suivi en télémédecine. C'est d'éviter de les faire venir à l'hôpital avec des frais d'ambulance chez les personnes âgées, voilà. Et d'autre part, on a plusieurs études qui ont montré que ça permettait d'agir plus précocement, par exemple, d'éviter des chocs inappropriés des défibrillateurs. Lorsque, par exemple, la sonde commence à avoir des graillons sur la ligne, eh ben, on va le voir, on va recevoir un message, on va recevoir un mail, on va avoir un tracé qu'on va pouvoir consulter en ligne et appeler le patient plus précocement et agir plus précocement avant qu'il reçoive des chocs inappropriés. Alors une petite question, je vais dire, peut-être pas de science-fiction, mais tout le monde dit qu'on peut hacker ces systèmes. Alors, globalement, ça doit être possible. On peut supposer que c'est possible, puisqu'il y avait eu un hacker il y a quelques années qui avait montré qu'il pouvait agir sur les prothèses. Actuellement, on est dans une phase où uniquement on ne programme pas à distance, on les interroge uniquement à distance. Mais quand vous interrogez les ingénieurs, ils vous disent que pour le moment, un choix stratégique a été de ne pas faire de programmation à distance pour éviter justement ça. Mais techniquement, c'est faisable de programmer à distance une prothèse. Vous savez, même par exemple, dans la démarche écologique aujourd'hui, les ingénieurs, on ne veut pas trop les déplacer dans les centres. Il y a eu le Covid, le faire venir pour les implantations de prothèses. Et ils peuvent programmer, comme un informaticien, accéder à votre ordinateur à distance. Donc, mais faisant confiance à toutes ces firmes-là, pour prendre toutes les précautions qui sont nécessaires. Pour le moment, je n'ai pas entendu parler de... À part au cinéma. Voilà, mais bon, on leur fait confiance de tout mettre en œuvre en termes de sécurité. Et dernière chose, la télémédecine nous permet justement lorsqu'il y a une alerte sur une prothèse implantable, des fois, il peut y avoir des rappels, comme chez Toyota ou voilà, n'importe quelle marque d'automobile. Eh bien, les constructeurs de pacemakers peuvent avoir une anomalie. Il y a eu récemment un constructeur qui a eu une anomalie lorsqu'il fabriquait le pacemaker dans une usine en Asie. Le connecteur du pacemaker était coupé au laser et il peut y avoir finalement des petites imperfections qui faisaient que l'humidité pouvait rentrer. Et dans 0,6% des cas, ça pouvait aboutir à une usure prématurée de la prothèse. Et tous ces patients-là, on les a convoqués ou sont en cours de convocation depuis le mois de juillet. Certains, malheureusement, ont dû être changés parce qu'ils étaient complètement dépendants de leur pacemaker. On ne voulait pas prendre de risques. Mais tous les autres, on leur a proposé la télémédecine. C'est largement accepté par les patients. C'est-à-dire les patients sont rassurés de leur dire « on vous suivra à distance. Si on voit que la pile commence à avoir des signes d'usure prématurée, on vous contactera pour envisager le changement. » Et donc, c'est une mesure de sécurité et qui nous pousse encore plus à proposer la télémédecine en amont pour pouvoir suivre les prothèses à distance. Donc, il faut demander aux constructeurs d'assurer les frais de la télémédecine. On leur fait confiance que sur ça, la sécurité sociale va probablement se retourner contre eux pour leur facturer tous les frais nécessaires de ça. Alors, il y a un remboursement lié au constructeur lorsqu'il met en place la télémédecine, il y a un remboursement lié à l'hôpital ou au médecin
dans le cadre du protocole d'étape. Bon, un très bon rationnel. Merci Walid Amara pour cette overview. On va tout de suite passer aux perspectives. Bon, une belle mise au point, Walid Amara. Maintenant, quelles sont les perspectives ? Alors les perspectives, on peut parler bien sûr des outils connectés qui ont complètement explosé et qui vont continuer à évoluer au quotidien. Alors la crainte bien sûr c'est que tout le monde va avoir des outils connectés. Vous allez avoir une montre qui fera l'ECG, la saturation, la fréquence cardiaque, l'activité et peut-être vous recevrez comme cardiologue plusieurs tracés de vos patients ou de futurs patients qui vont s'inquiéter parce que la montre aura envoyé des notifications. Mais ça c'est la rançon de la gloire, mais je pense que ça peut donner des diagnostics. En tout cas, c'est dans mon utilisation courante, je pense que c'est quelque chose qui va augmenter. Et puis l'autre perspective, c'est l'insuffisance cardiaque. L'insuffisance cardiaque, vraiment déjà la télémédecine, on l'intègre actuellement dans notre process de suivi des insuffisants cardiaques. Et c'est vrai qu'on peut imaginer des outils peut-être aussi connectés, associés, pas uniquement le poids, mais peut-être des éléments qui permettent de voir qu'il a gonflé ses jambes, par exemple, peut-être des éléments, bien sûr, de respiration, par exemple. Tout simplement, on a plein d'outils qui permettent de l'évaluer et qui pourraient modifier un petit peu la manière dont on perçoit ces patients. Et au-delà de la cardiologie, il semblerait que des compteurs intelligents, quelle que soit son donnée de marque, permettent d'identifier chez les personnes qui vivent seules, qui sont fragiles, des signes d'alerte qui devraient entraîner une intervention. Bah oui, je pense déjà, si vous aimez votre père ou votre beau-père, achetez-lui une belle montre connectée d'une bonne marque. Lorsqu'il fera une chute, ça enverra une alarme qu'il est tombé. On peut imaginer effectivement tous ces capteurs qui vont dire il n'a pas utilisé l'eau ou il ne consomme plus d'électricité, il y a un truc qui ne va pas. Donc c'est vrai qu'il n'y a plus de vie dans l'appartement. Oui, bien entendu. On a parlé de l'arythmie, mais finalement avec ces montres connectées, est-ce qu'on pourrait imaginer en cas de douleur thoracique d'avoir un ECG 12 dérivations ou est-ce que c'est science-fiction ? Alors déjà, tu as un outil qui s'appelle le Cardia 6L qui te permet de faire 6 dérivations, tout simplement avec un outil que tu tiens à la main et enregistrant tout simplement avec l'extrémité de ton pied, tout simplement, et ça te fait les 12 dérivations. Pour un prix modique d'ailleurs. Voilà, ça coûte moins cher qu'une montre connectée de haut de gamme. Mais bon, voilà, je ne l'utilise pas au quotidien parce que mon quotidien est vraiment les palpitations et pas obligatoirement les douleurs thoraciques. Mais on peut imaginer des patients coronariens, par exemple, des patients coronariens qui ont des récidives douloureuses. Pourquoi pas ? On pourrait imaginer ça et c'est déjà sur le marché comme tu l'as dit. Bon, merci Walid Amara. On remarquera qu'il s'est intéressé à son père, à son beau-père et qu'il n'a pas parlé de sa belle-mère. Donc à très bientôt pour une nouvelle émission de 15 minutes cardio.